Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. La localité de Guimbé a désormais un hôtel de ville d'un coût total estimé à 300 millions de francs CFA. L'édifice, doté entre autres d'une grande salle de fête et de plusieurs bureaux, a été inauguré ce week-end par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La lagune menacée de disparition à Koumassi. Dans cette commune, un phénomène prend des proportions inquiétantes. Il s'agit du remblai de lagune, une pratique qui pourrait être à l'origine d'inondations. Nous en parlons ce soir. Et puis la société Omnisport de l'armée est championne de Côte d'Ivoire de football pour la première fois de son histoire. Nous en parlons également dans ce jeudi. Voilà pour les titres. On démarre donc notre voyage à travers l'actualité à Guimbé. C'est à 27 km de Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. La localité, je vous le disais en titre, a désormais son hôtel de ville d'un coût total estimé à 300 millions de francs CFA. L'édifice, doté entre autres d'une grande salle de fête et de 14 bureaux, a été inauguré ce week-end par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Imposant. Il s'aperçoit à l'entrée de la ville, le tout nouvel hôtel de ville de Guimbé, commune située à 27 km de Korogo. Bâti sur une superficie d'1 hectare, avec un étage, le nouvel hôtel de ville de Guimbé se présente comme un symbole du développement amorcé par le ministre Issa Coulibaly, également maire de la commune. D'un coût estimé à 300 millions de francs CFA, l'édifice comprend une grande salle de fête de 300 mètres carrés, une salle de réunion, 14 bureaux et une bibliothèque. Samedi 4 mai dernier, il a été inauguré par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, accompagné du président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Claude Paulin Daon, et du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaolé. Après la visite des lieux, le chef du gouvernement affiche son satisfait. J'ai été particulièrement impressionné d'avoir cet hôtel de ville. Nous avons toujours dit que le développement local était important. C'est celui de la proximité. Proximité de l'évaluation des besoins. Et lorsqu'on fait du développement local avec des communes, on est à peu près sûr de s'adresser aux préoccupations quotidiennes des populations. Je voudrais donc le féliciter à nouveau, le féliciter au nom du chef de l'État et lui dire que le gouvernement donc se tiendra avec le président de l'UMIC aussi à ses côtés pour le bonheur des populations de Guimbé. Pour le général Issa Coulibaly et son conseil municipal, la réalisation de l'hôtel de ville de Guimbé répond aux objectifs du développement de toutes les régions du pays dans lesquelles s'inscrit le RHDP avec tous ses élus. Ouverture ce lundi, ici à Abidjan, de la réunion stratégique de haut niveau sur l'apatridie. Une rencontre pour préparer le segment de haut niveau sur l'apatridie. Ce sera en octobre prochain à Genève. La rencontre va à la fois évaluer les acquis au sein des États africains et leur permettre, d'autre part, de prendre donc des engagements concrets assortis de délais précis pour obtenir l'éradication de l'apatridie à l'horizon 2024. Notez entre autres qu'en 2018, 161 personnes à risque d'apatridie ont obtenu des certificats de nationalité et pour la première fois, la nationalité a été attribuée à 11 enfants trouvés. Hervé Blé. La réunion stratégique d'Abidjan, une étape décisive dans la préparation du segment de haut niveau sur l'apatridie prévu en octobre à Genève. Sont réunis à Abidjan les points focaux apatridie de l'espace CEDEAO. La rencontre d'Abidjan est consacrée au bilan à mi-parcours des actions entreprises par les pays de la CEDEAO. C'est le moment de s'accorder sur les acquis de l'espace communautaire en matière de lutte contre l'apatridie. La réunion qui s'ouvre aujourd'hui constitue pour nous un cadre idéal pour poursuivre avec les acteurs gouvernementaux de la CEDEAO, la société civile, les agences sœurs du système des Nations Unies, les institutions internationales, les réflexions approfondies sur les voies et moyens nécessaires à la recherche de solutions à la problématique de l'apatridie dans la sous-région et au-delà. Le représentant résident du ACR se félicite des résultats encourageants enregistrés en Côte d'Ivoire notamment,
où 2 lois ont été adoptées en 2018, l'une relative à l'état civil et l'autre instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription de naissance, des avancées relatives à la déclaration d'Abidjan. On a eu une réunion ministérielle en 2015 où a été signée la déclaration dite déclaration d'Abidjan qui comporte 25 engagements. Sur ces 25 engagements, en termes d'engagement complètement réalisé, on est à 50%. Alors, la preuve que la Côte d'Ivoire respecte ses engagements et bon élève, c'est qu'on a cette fameuse réunion régionale stratégique. La réunion des points focaux apatridis de l'espace CEDEAO dure 3 jours et marque l'engagement de l'organisation sous-régionale et du ACR à réussir l'éradication de l'apatridie d'ici 2024. 4 projets de loi examinés et adoptés en plénière ce lundi par les conseillers économiques. Des projets de loi relatifs aux projets de texte sur la famille, dont le mariage, la filiation, la succession et la minorité. Ces projets de loi ont été portés sur la table des conseillers sur saisine du président de la République. C'est ce que nous explique Sidonie Davila. Consulter le Conseil économique, social, environnemental et culturel en sa séance plénière a émis son avis sur différents projets de loi relatifs au mariage, à la succession, à la minorité et à la filiation. Ces tests de 1964, suffisamment éprouvés, connaissent des innovations. L'harmonisation de l'âge matrimonial désormais fixé à 18 ans pour l'homme et pour la femme. Par le passé, l'article 22 prévoyait que pour qu'un père, dans le mariage, puisse reconnaître son enfant adultérin, il fallait que l'épouse légitime donne son accord. Dorénavant, il n'y a plus d'accord préalable de l'épouse légitime. Le père adultérin devrait ou doit notifier à l'épouse légitime ou le projet de reconnaissance de l'enfant adultérin, et ce, par voie de commissaire de justice, c'est-à-dire par voie d'huissier. Une communication de l'expert qui permet aux conseillers d'avoir une meilleure appréciation des différents projets de loi. Il y a des changements radicaux. Nous pensons que le succès reposera sur la sensibilisation. Les esprits ne sont pas tout à fait préparés à certaines innovations, mais qui ont déjà cours dans le monde. Donc pour s'adapter à ce mouvement mondial, il est bon que les esprits en prennent. Le travail du comité ad hoc, chargé de la réflexion sur ces différents projets de loi, a été porté à la connaissance de tous les conseillers. À l'unanimité, l'Assemblée a marqué son adhésion aux différents projets de loi, à la minorité, à la succession, à la filiation et au mariage. Ce que la Côte d'Ivoire a voulu, c'était mettre la majorité civile en cohérence avec la majorité pénale et la majorité élective. Et d'autre part, se mettre en conformité, si je peux employer ce terme-là, avec les autres pays à l'international. Avec les observations des conseillers économiques, ces lois adoptées sous réserve iront au gouvernement, puis au Parlement. Le Conseil national des droits de l'homme et la Fondation Konrad Adenauer évaluent la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Une rencontre s'est tenue à cet effet, c'était vendredi dernier au siège du CNDH, c'était en présence de la société civile. Une rencontre pour préparer l'évaluation de la Côte d'Ivoire au prochain examen périodique universel prévu demain mardi. Ce sera donc à l'occasion de la 33e session du Conseil des droits de l'homme. Ce sera à Genève, en Suisse. On en parle avec Olo Okolibali. La Côte d'Ivoire soumet son mécanisme de protection des droits de l'homme à l'épreuve de l'EPU, l'examen périodique universel. Pour réussir ce 3e passage, la Côte d'Ivoire en fait le point au regard des observations de la dernière revue en 2014. Pour le Conseil national des droits de l'homme, la situation a bien évolué. Le CNDH a déposé son rapport alternatif en octobre 2018, en prélude à l'évaluation de la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer les efforts consentis par le gouvernement en matière de droits de l'homme.
la situation des droits de l'homme s'est nettement améliorée, même si de nombreux défis restent à relever. 4 députés allemands étaient à Abidjan pour un partage d'expériences à travers un panel. L'Allemagne et la Côte d'Ivoire ont les mêmes visions sur les questions des droits de l'homme, indique l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Il se réjouit d'une évolution du pays sur la question. Nous avons eu une bonne période de préparation du UPR Genève. Nous avons eu des réunions aussi sous l'égide de l'Union européenne, avec les sociétés civiles, avec vous. Et on a maintenant le rapport là. Vous avez un bon bilan sur ces années qui sont écoulées depuis 2014, le deuxième UPR. Et j'espère que ça sera aussi des résultats positifs et aidera à conférer, à peaufiner notre politique commune, notre coopération. Ce mardi 7 mai au Conseil des droits de l'homme à Genève en Suisse, c'est le 3e passage de la Côte d'Ivoire à l'examen périodique universel après 2009 et 2014. Direction Yamoussoukro, où la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle présidait ce week-end l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association des intendants et économes du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire. Kandia Camara a invité les financiers de l'école à une gestion plus efficiente. Kader Sogodogo. Auditorium du lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro, les intendants et les économes du secteur éducation-formation se retrouvent pour leur assemblée générale. Ils bénéficient d'un soutien de taille, celui de la tutelle au plus haut niveau, avec la présence de Kandia Camara. C'est donc en présence de leur ministre que les intendants et les économes ont dressé le bilan de leurs activités. Des perspectives, il en existe également. La vie associative, la rédaction administrative, la gestion des stocks. Vous vous en doutez, ces formations ont pour objectif de participer à la performance de notre système éducatif. En outre, 5 villes ont reçu le comité directeur pour les formations. Aboasso, Odiéné, Korogo, Bondoukou, Gagnoa. Face aux nombreux défis de développement de la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien est au travail. Tous les secteurs sont concernés. La rareté et l'insuffisance des moyens sont aussi des réalités. D'où l'appel de la ministre Kandia Camara à une gestion rigoureuse obéissant à une utilisation efficiente des fonds publics. Votre rôle est donc crucial dans notre dispositif, pour 2 raisons au moins. La première, c'est que nos moyens sont bien modestes. Et la deuxième, c'est qu'ils restent soumis à des urgences les unes aussi pressantes que les autres. L'efficience de la gestion est donc absolument une condition de notre politique parce qu'il s'agit d'affecter les ressources à l'essentiel. En 2018, 2 associations, celle des intendants et celle des économes, avaient décidé de s'unir. 1 an après, les choses semblent aller dans le bon sens selon tous les acteurs présents à Yamoussoukro. Retour à Abidjan, la lagune menacée de disparition à Koumassi. Dans cette commune, un phénomène prend des proportions inquiétantes. Il s'agit du remblai de lagune, une pratique qui pourrait être à l'origine d'inondations. Notre reporter Mamadou Kouassi a tenté d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Ces pinasses en plein chargement assurent la liaison Koumassi-Adjaoui, un village situé sur la petite île de Port-Boué. Dans quelques mois, cette activité pourrait prendre fin. Plus qu'une centaine de mètres ne séparent aujourd'hui les 2 rives. Cette situation inquiète véritablement les populations et les transporteurs. Un remblai de la lagune a été fait par des entreprises en vue de mener des activités de vente des véhicules, mais aussi pour la construction d'habitats et d'entreprises. Dragage, vente du sable pour les travaux de construction. Et l'autre chose, c'est le remblai pour un lotissement. Et là où nous sommes, c'est un lotissement qui vient d'être réalisé sur l'emprise de la lagune. Un lotissement qui doit faire plus d'une trentaine d'hectares. Mais vous avez vu qu'il y a une pression foncière sur Abidjan, de sorte que pour certaines personnes, tous les espaces sont à utiliser, à exploiter. Koumassi-Soweto n'est pas la seule zone en plein remblai. Un tour derrière le camp commando. Ici,
Ce vaste espace ensablé était autrefois une étendue d'eau. Mais depuis la suspension des opérations de dragage de la lagune, cet opérateur économique installé en ces lieux et qui soutient disposer d'une autorisation fait du remblai. Plusieurs hectares déjà obtenus grâce à cette opération. Ça va renforcer naturellement les inondations, ça va avoir beaucoup d'effets néfastes aussi bien sur la qualité de vie que de l'environnement. Pour mieux comprendre ces opérations en cours sur la lagune, nous nous sommes rendus à la Direction générale du foncier et de l'urbanisme. Et la réponse du premier responsable de cette direction est claire. C'est bel et bien une activité illégale. En tout cas, à notre niveau, aucune autorisation n'est donnée. D'ailleurs, si nous recevons des actes, c'est-à-dire que des documents pour que ces personnes demandent des actes, nous les refusons. Puisqu'en fait, pour nous, le bord lagunaire, à une certaine distance, ne doit pas être occupé. D'ailleurs, on ne peut pas donner de permis, parce que pour donner un permis de construire, il faut avoir un acte de propriété. Et ces personnes ne peuvent pas avoir d'acte de propriété, donc ils n'ont pas de permis. Et donc, ils sont dans l'illégalité totale. Donc, on bâtit sur un espace sans permis. Ça, c'est le comble. Le directeur général du foncier de l'urbanisme interpelle donc les opérateurs, tout en précisant les conséquences de cette activité. Si jamais ils veulent avoir des actes, à notre niveau, nous ne connaissons pas ce lotissement ou ces implantations, nous n'aurons jamais des actes. Et en plus, ce que je voulais dire, la collectivité territoriale, la commune qui a son espace, qui est de la proximité, devrait déjà s'opposer. Il y a des problèmes d'assainissement qui vont se poser, des problèmes d'affaissement qui vont se poser. Parce que quand on fait un tel lotissement ou bien une telle implantation, il n'y a aucune règle d'urbanisme qui régit cela. Aucune règle. S'il faut aller à R+1, R+2, pour ne pas plus tard que le bâtiment s'affaisse. Ainsi de suite, toutes ces règles-là doivent être édictées. Interpellée, la mairie de Koumassi se défend. En des parties de quartier, la mairie a permis que, par exemple, à Joël Bruno, c'est un comité d'aide à la restructuration du quartier précaire. À ce moment, ceux qui ont été touchés par les emprises d'ouverture des voies ou alors pour certains travaux de la restructuration devraient être recasés sur un remblai. À ce moment-là, la mairie s'engage auprès du quartier et demande donc les autorisations qu'il faut pour pouvoir faire ce remblai, mais dans des limites prescrites et bien connues. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons lancé une opération de contrôle des espaces en bordure lagunaire. Tout le cordon lagunaire, les opérateurs économiques, même les quartiers que j'ai dit tout à l'heure précaires, nous allons vérifier s'ils sont véritablement dans leurs limites. La zone industrielle de Koumassi est également touchée par cette opération de remblai de la lagune. Nombreuses sont ces entreprises installées en bordure de lagune qui bouffent chaque jour une partie de la lagune pour l'extension de leurs activités. Au quartier Terminus 32, la lagune a complètement disparu, laissant place à des immondices qui seront à leur tour remplacés par des habitations dans quelques années. Là, nous sommes arrêtés au milieu de la lagune. Il y a une branche de la lagune qui passait par ici, qui s'étendait jusqu'au quartier d'Ivo derrière vous, là où se trouve l'exutoire, la saut d'ici, de l'onage qui déversait l'eau de façon naturelle dans la lagune. Avant, c'était une pinasse. Il y avait une pinasse ici qui faisait traverser les gens à 100 francs par jour. Donc, avec le remblai que les gens ont commencé à faire petit à petit, voilà, si on y prend garde, on risque de se retrouver sans endroit où l'eau va passer par là à la lagune. Aujourd'hui, une chose est claire à Koumassi. La lagune est véritablement menacée par des industriels et des particuliers, dans le souci constant de trouver de l'espace pour s'y installer confortablement. Aujourd'hui, 6 mai 2019, premier jour de jeûne musulman, la communauté musulmane entame ainsi le mois de Ramadan, mois d'abstinence, de partage et de piété. Quelle est la conduite à tenir le long de cette période? Élément de réponse avec Christelle Bédéja et Issaïo. Début du jeûne musulman. Occasion pour les fidèles de se ressourcer dans la prière, le monde et le partage. C'est un moment de recueillement, mais aussi un moment pour expier ses péchés en maintenant une relation étroite avec son Créateur. Donc quand je le fais au cours du Ramadan, je lis beaucoup le Coran. Être malade en cette période n'influence en rien la qualité du jeûne. Mon maladie, ils ont dit tension. C'est tension. Bon, ça m'a fait, ça monte souvent, ça monte. Ça va, ça descend, plus ça descend, je suis libre. Mais si ça c'est monté, c'est ça qui me fatigue. Ceux qui sont éprouvés par une maladie guérissable, qu'on peut traiter et que ça peut finir, ceux-là sont invités à s'abstenir, de jeûner, de faire un traitement.
de manger, si on leur recommande de prendre les repas pour se soigner, qu'ils se soignent normalement. Et les jours contractés comme crédit, ils vont les rembourser après le ramadan. Mais ceux qui sont éprouvés par une maladie chronique, et si les médecins traitants te recommandent de ne plus jeûner, car le jeûne peut aggraver la maladie, peut même provoquer une situation désagréable, alors en ce moment, monsieur, il faut suivre les conseils du médecin traitant et il faut, Inch'Allah, chaque soir, tu vas compenser cette journée-là, non jeûnée, par un sacrifice qu'on donne à un nécessité. Pendant la période du jeûne, il est recommandé d'adopter des saines attitudes. Il ne faut pas proférer des paroles, des injures, des médisances. Et c'est pour ça d'ailleurs le messager de sallam que celui qui ne s'abstient pas de mentir et de manger ou bien de profiter du mensonge durant toute la journée, qu'il sache qu'il n'a rien de son jeûne, sauf la soif qu'il a endurée, ou bien la faim qu'il a endurée, c'est tout. Donc c'est pour cela qu'il faut soigner son langage. Même quand on est provoqué, il faut dire je jeûne, monsieur, pardon. Et il faut soigner aussi sa vue. Il ne faut pas tout regarder. Il y a des images que le musulman est tenu à s'abstenir de voir. Et il ne faut pas tout écouter. C'est pour cela qu'on recommande aux musulmans de sélectionner les paroles qu'ils vont écouter pendant ces mois bénis, que ce soit des bonnes paroles, même si ce sont des chants, des cantiques, que ce soit des paroles qui invitent, qui incitent au bien-être, à la bonté. 3 types de jeûnes sont à distinguer, à savoir le jeûne public qui vise à renoncer au plaisir de la chair, le jeûne privé qui consiste à éviter les écarts de langage et le jeûne de l'esprit consacré à une connexion au Créateur. Et c'est le lieu de souhaiter très bon mois de jeûne à toute la communauté musulmane. Celle de Biabou 2 à Bobo a célébré récemment le Maoulid, événement qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Célébration autour de l'union et de la cohésion sociale, c'est ce que nous rapporte Pargasoro Okone. Nombreux sont les fidèles musulmans venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire qui ont pris d'assaut la grande place de la cité bénite de Biabou 2 pour ne pas se faire compter cet événement, la célébration du Maoulid, qui commémore la naissance du prophète Mohammed. Une centaine de cheikhs et d'imams des pays voisins, le Mali, la Guinée, le Niger et le Burkina Faso, ont également pris part à ce grand rendez-vous islamique. Tout ce que nous constatons aujourd'hui en Côte d'Ivoire en matière d'infrastructure et de développement, les réalisations qui sont déjà en cours, quand je regarde au niveau des écoles et des hôpitaux, je vois que le gouvernement en place ont vraiment travaillé, donc de ce vie, toutes les autorités œuvrer davantage tous les voies et moyens qui peuvent vraiment donner une paix durable en Côte d'Ivoire. Qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la lumière qui est venue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la lumière qui est venue éclairer même le monde. C'est la personne même qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé pour nous faire quitter dans l'obscurité et aller dans la lumière. Au cours de cette célébration, l'imam Sanogo de la mosquée de Biabou, représentant le président du COSIM, Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, a au nom du cheikh Boakari Fofana demandé à ses hôtes de multiplier prières et adorations en vue de la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Car, dira-t-il, la Côte d'Ivoire est le socle économique de l'Afrique de l'Ouest. Les propos du représentant du COSIM soutenus par Cheikh Moussa Maïga et Cheikh El Hadj Youssif Ouedraogo. Des prières ont été dites pour la paix, la cohésion, mais aussi pour le président de la République Alassane Ouattara qui a réussi à redonner un nouveau visage à la Côte d'Ivoire. Et à Sandégué, l'actualité est marquée par l'installation du maire de la commune. Daouda Ouattara a été investi hier dimanche par les ministres Kobena Kwasi Adjoumani et Touré Mamadou. Notez que les émissaires du gouvernement ont invité les populations à faire confiance au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions en faveur du développement. Herman Niamia. Daouda Ouattara est le nouveau maire de Sandégué, localité de la région du Gontougou. Investi par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Touré Mamadou, parrain de la cérémonie, et le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly,
le premier magistrat de la commune de Sandégué dit être conscient de l'immensité de la tâche qui l'attend. Le réseau électrique de la ville de Sandégué, vieux de plus de 50 ans, est aujourd'hui dépassé. Transformateur à faible capacité, lampadaire en bois. De même, la question de l'eau à Sandégué est un sérieux problème. C'est un forage partiellement fonctionnel qui alimente toute la ville. Même s'il souhaite des actions plus accrues de l'État dans cette localité, Daouda Ouattara reconnaît tout de même que beaucoup a été fait par le président Alassane Ouattara pour sortir la région de la précarité. Présent à cette cérémonie d'investiture, le ministre Mamadou Touré félicite le maire sortant pour cet esprit républicain. Cet exemple de Sandégué, c'est ce que les Ivoiriens demandent de façon générale et c'est ce que les Africains demandent de façon générale. Une élection, ce n'est pas la guerre. Nous devons être fermes dans nos convictions, sûrs de nos projets. Mais lorsque le jeu démocratique se fait, nous devons donc l'accepter. Une invitation à tous les acteurs, les inviter à rentrer dans le jeu démocratique. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, représentant le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, invite quant à lui les populations à se méfier des personnes qui sillonnent à Moui Village pour dénigrer le gouvernement. Si les gens viennent ici, qu'ils disent qu'Alassane n'a rien fait, en tout cas s'ils arrivent qu'ils disent Alassane a fait quelque chose, mais nous on est prêts à faire plus que lui, et que nous commençons même par faire plus que lui, qu'ils posent des actes concrets. Ils ont l'argent, cet argent-là, quand ils viennent, il faut leur dire d'en prendre pour faire des bâtisses au niveau de notre région. S'ils ne le font pas, qu'ils viennent parler de chasser Alassane Ouattara, c'est vous qui devez plutôt les chasser. Se prononçant sur l'investiture, Kobena Kwasi Adjoumani a exhorté la population de Sandégué à soutenir leur maire afin de l'aider à mieux remplir sa mission. On parle sport à présent. La société Omnisport de l'armée est championne de Côte d'Ivoire de football pour la première fois de son histoire, ce depuis la 24e journée de la MTN Ligue 1. Le sacre a été célébré lors de la dernière journée. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Les temps forts avec Diaby Moyabi et Esso Silver. Inhabituelle dans les tribunes du stade Robert Champroux à l'occasion de la dernière journée du championnat. Soldats de rang et officiers généraux de l'armée sont venus soutenir leur équipe, la SOA, qui affronte le Racing Club d'Abidjan. Les choses commencent mal pour le récent champion de Côte d'Ivoire, mené 3-0 à l'heure de jeu. Dominés, les militaires retrouvent un nouveau souffle avec l'arrivée du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Ils inscrivent 2 buts dans le dernier quart d'heure et s'inclinent finalement 3-2. Une défaite qui n'enlève rien à la joie du ministre. C'était une belle rencontre, il n'y avait pas grand enjeu. Nous sommes venus consacrer le sacre national. Donc ça n'enlève rien au travail de notre équipe toute l'année, pendant toute la saison, qui est couronnée par le titre de champion de Côte d'Ivoire. C'est la première fois de notre histoire que l'équipe Omnisport de l'armée championne de Côte d'Ivoire. Nous allons veiller à ce que notre équipe continue de rester leader et également face à une campagne digne de la Côte d'Ivoire sur le plan africain. Plus tôt dans la journée, Ahmed Bakayoko, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, était au complexe sportif de la dite commune pour célébrer la montée de Sol FC en Ligue 1. Au moment où j'accédais à la mairie d'Abobo, le président Soloba m'avait soumis tout un programme d'appui, de renforcement de l'équipe et je lui avais dit que j'étais prêt à l'accompagner à condition qu'on soit premier et qu'on passe en première division. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Je félicite en tout cas tous les athlètes, tous les joueurs. Je félicite Soloba. Le ministre a rassuré ses poulains de son soutien pour les saisons à venir. L'actualité hors de chez nous conduit ce soir en Russie, au Bénin et au Mali. Le Mali qui enregistre un nouveau gouvernement avec l'entrée de l'opposition. On fait le point avec Soro Wodjantele et Abou Sanogo.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a validé la feuille de formation des membres du gouvernement proposée par le Premier ministre Boubou Cissé. 10 femmes font partie de l'équipe gouvernementale composée de 37 ministres. C'est un gouvernement d'ouverture formé, avec notamment la nomination de Thiébile Dramé au poste de ministre des Affaires étrangères. À l'ouest de l'Afrique, 2 touristes français disparus depuis le 1er mai dernier restent introuvables au Bénin. En revanche, leur guide a été retrouvé mort. Des traces de leur passage ont été aperçues autour de la rivière qui sépare le Bénin du Burkina Faso. Selon une source gouvernementale béninoise, les 2 enseignants étaient venus passer des vacances de 10 jours. En Russie, 41 personnes sont mortes dans l'incendie d'un avion atterrissant d'urgence sur l'aéroport international de Moscou-Sheremetyevo. L'autre moitié des personnes à bord de l'appareil ont survécu. Un vol qui aura duré moins d'1 heure. L'origine de l'incendie est attribuée à la foudre. Une enquête judiciaire est ouverte sur le non-respect des règles de sécurité du transport aérien. Commentaire de Abou Sanogo qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.